То, что было вчера, не имеет значения. Теперь важно то, кем ты будешь сегодня. Твоя задача выследить врага, догнать его, превзойти, стать лучше, чем он, и вернуться назад победителем. Cette campagne de recrutement date de 2014. Une production digne d'Hollywood, dans laquelle la Russie met en scène des soldats valeureux et une armée surpuissante. Les témoignages qui parviennent du champ de bataille en Ukraine racontent une toute autre histoire. Nous sommes ici depuis 12 jours et nous avons perdu tout un régiment. 2500 soldats sont morts. Le commandant du régiment nous a plantés. On nous a envoyés sur un champ à découvert en nous disant de creuser des tranchées. Nous n'avons rien. Avec quoi devons-nous nous battre contre des mortiers et des chars? Nous n'avons que des pistolets, des armes automatiques. Cette voix est celle d'un soldat russe. Il combat sur la ligne de front dans le Donbass. Nous ne sommes que de la putain de chair à canon. Nous ne sommes pas des humains pour eux. Les gars qui ont réussi à s'en sortir disent « On n'y retournera plus. Mettez-nous en prison. Nous n'y retournons pas. » Vraiment, je préfère faire 10 ans de tôle et rester en vie. Je n'y retournerai pas. L'enregistrement date de novembre dernier. C'est cette journaliste russe qui l'a recueilli. Les plaintes sont toujours les mêmes. Nous ne nous attendions pas à une situation aussi horrible. Lola Tagaeva dirige le média indépendant russe Vertska. Des témoignages comme celui-ci, sa rédaction en a obtenu une dizaine. Des documents rares, car ces soldats sont coupés du monde. Quand ils appellent, ils sont totalement choqués, dépités. Ils nous disent « Aidez-nous, nous ne sommes pas capables de survivre ici. Nous sommes seuls, sans rien, aidez-nous ». Depuis Prague, où elle est réfugiée, Lola Tagaeva est à la tête d'un réseau de journalistes indépendants qui documentent cette guerre. Et ce qu'ils ont découvert sur l'armée russe au fil des mois ne correspond en rien au discours officiel du Kremlin. Nous avons compris qu'ils n'avaient pas de plan, pas de stratégie. Les généraux ont dit « Vous devez protéger cette terre » et personne ne se soucie de savoir comment ils vont le faire. Quel type d'armes ils ont, quelle nourriture ils reçoivent, quel genre de système de protection ils ont, quel genre de plan ils ont mis en place. Ils n'ont rien. Et ils les ont juste envoyés au front, sans rien, en leur disant « Restez ici, c'est votre mission ». Ils ne comprennent pas ce qu'ils font en Ukraine. 10 mois après le lancement de l'offensive, les Russes ont renoncé à Kiev, lâché Kherson, reculé dans le Donbass et concentrent leurs forces sur Bakhmut, une ville secondaire dont il ne reste que des ruines. C'est pourtant la même armée qui depuis des décennies aime les démonstrations de force. Lors d'exercices militaires de grande ampleur ou lors de parades gigantesques sur la place rouge à Moscou, faisant étalage d'armes surdimensionnées comme la bombe nucléaire Satan II, la plus puissante au monde. Vous pouvez penser que cette armée tombant en bras raccourcis sur l'Ukraine, elle n'en ferait qu'une bouchée. Le 24 février, les rapports de force entre les deux pays paraissaient inégaux. Des dépenses militaires russes équivalentes à 1,5 fois celles de la France, mais 15 fois supérieures à l'Ukraine. 4 fois plus de capacité en soldats et en blindés. Et une suprématie aérienne incontestable. La Russie a tenté d'être la seconde armée du monde en termes de quantité. Mais la quantité ne fait pas la qualité en temps de guerre. Ce qu'on a découvert, c'est que l'arsenal russe dépend de manière très importante de la technologie occidentale. Que savait le président russe des défaillances de ses forces armées? L'armée russe est-elle devenue le talon d'Achille de Vladimir Poutine?
Eh les gars, ça fait combien de temps que nous sommes là? Depuis 3-4 jours? Les lacunes des forces russes sont apparues dès les premières heures de présence en Ukraine. Cette vidéo a été publiée le 3 mars, tout juste 7 jours après le début de l'opération militaire spéciale. On peut y voir une quarantaine de soldats réfugiés dans un hangar abandonné. Alors que l'offensive est préparée depuis des mois, il manque déjà de tout. On dort à même le sol. On n'a pas de tente, pas de sac de couchage, pas de nourriture, pas d'eau. On dort comme ça. Nos pieds sont trempés. On ne sait pas quoi faire. C'est comme ça que ça fonctionne. C'est ça l'armée de la Russie. On sait qu'ils ont été dans des conditions difficiles, notamment en amont de leur engagement sur le front. Ce qu'on a comme témoignage de soldats, par exemple, c'est ces longs mois à la frontière ukrainienne où ils sont déjà épuisés et en fait, ils arrivent en Ukraine dans une mission qui ne leur est pas présentée clairement, avec un équipement aussi et un ravitaillement qui sont très rapidement défaillants. Et puis surtout, en fait, on leur annonce une mission de maintien de l'ordre au sein d'une population civile qui serait bienveillante à leur égard. Le haut commandement, ou le commandement à tous les échelons, a menti à ses forces. Et ça, c'est extrêmement grave, si vous voulez. Le général Nuitins a été attaché de défense à l'ambassade de France à Moscou. Il a étudié 1 an à l'académie militaire russe et connaît de l'intérieur le fonctionnement de cette armée. En fait, ça en dit beaucoup sur le style de commandement russe, qui est quand même un commandement qui reste quand même assez brutal et où domine l'arbitraire. Si vous voulez. Donc on ne réfléchit pas, on exécute. Si on veut que les gens soient motivés et comprennent que leur action est légitime, ils doivent savoir ce qu'ils font et pourquoi ils le font. Les stratèges russes avaient tout misé sur une guerre éclair pour faire tomber le gouvernement ukrainien en quelques heures. Mais rien ne s'est passé comme prévu. C'était un coup de poker et cette opération n'ayant pas fonctionné, malgré tout, l'ensemble de l'opération a continué à se dérouler selon le plan A, et ce qui a montré qu'en fait, il n'y avait pas de plan B. Des troupes, d'autant plus démotivées qu'elles enregistrent de lourdes pertes dès le début du conflit. Depuis le 24 février, le ministère de la Défense n'a communiqué que 2 fois à ce sujet. Le dernier bilan date du 21 septembre. Естественно, мы давно об этом не говорили. Не могу не сказать о наших потерях. Наши потери на сегодняшний день – это погибшим 5937 человек. Un bilan largement sous-évalué. Selon l'armée américaine, plus de 100 000 militaires russes ont été tués ou blessés depuis le 24 février. Une annonce faite le même jour trahit l'inquiétude du Kremlin. Les troupes sont décimées. Il leur faut des renforts massifs. Для защиты нашей Родины, ее суверенитета и территориальной целостности, для обеспечения безопасности нашего народа и людей на освобожденных территориях, считаю необходимым поддержать предложение Министерства обороны и Генерального штаба о проведении в Российской Федерации частичной мобилизации. Malgré sa promesse de ne pas solliciter la population, Vladimir Poutine fait appel à 300 000 réservistes. Leur rôle est de combler le manque d'hommes sur le territoire ukrainien. On sait qu'ils ne sont pas efficaces, qu'ils ne sont pas bien entraînés, qu'ils ne sont pas bien éduqués. En fait, il n'y a même pas 300 000 personnes mobilisées. C'est du bluff, un bluff du Kremlin, parce que les forces armées russes ne peuvent pas y arriver. Non seulement ils n'ont pas de valeur combattante, mais ils représentent aussi un poids pour les forces d'active, parce qu'il faut malgré tout encadrer ces gens-là, les entraîner et les injecter dans les forces. Je ne vois pas de plus-value dans la mise en œuvre de cette mobilisation. Ils vont traîner 2 semaines, 3 semaines dans des camps d'entraînement, mais sans jamais tenir une arme, en se mettant en rang, disons, comme principale activité militaire. Ce qui était supposé relancer l'armée va avoir l'effet inverse. L'arrivée des mobilisés amplifie les faiblesses. Et un mal profond qui gangrène l'armée russe va éclater au grand jour. Dès le début de la mobilisation, des centaines de vidéos inondent les réseaux sociaux en Russie. Des soldats équipés de matériel hors d'âge et qui préfèrent rire de la situation. Regarde le fusil qu'ils m'ont donné. Tout neuf et bon marché.
Regarde ça. Là, il est en mode lance-flamme. Ça, c'est du fusil d'assaut. Une vraie arme de guerre. Regarde la qualité. Et attends de voir la merde à l'intérieur. On s'est bien fait baiser. Une armée incapable d'équiper ses propres soldats. Concernant les soins médicaux, les médicaments contre la chiasse, les produits désinfectants ou les garrots, je n'en ai pas pour tout le monde. Il n'y en a pas dans les trousses à pharmacie? Quoi? Il n'y en a pas dans les trousses à pharmacie? Putain, demandez à vos proches. Ils ont des trousses de secours dans leur voiture. Là-dedans, vous trouverez des garrots. Bon les gars, prenez soin de vous s'il vous plaît. Et des femmes qui en appellent au président. Cher Vladimir Vladimirovitch Poutine, nous sommes désespérés, aidez-nous. Cette situation est injuste. Nos gars sont envoyés au front en première ligne, sans aucune formation. Avant d'être envoyés au front, ils ont reçu des menaces. Leurs supérieurs leur prennent tout leur équipement, absolument tout. Aidez-nous s'il vous plaît à sortir nos gars de cette situation. En réponse au mécontentement grandissant, le Kremlin limoge Dmitri Bulgakov, le général en charge de la logistique. Et Vladimir Poutine, très peu visible auprès de ses soldats jusque-là, organise une visite sur un terrain d'entraînement. Каждый военнослужащий имеет, во-первых, сам стоит экипирован в бронежилете, разгрузочный жилет, оружие, соответственно, шлем. Это в него все в рюкзаке. Да, здесь исключительно обувь. Главное, чтобы она была. Mais jamais le problème de fond n'est évoqué, et encore moins résolu. Le matériel disparaît avant d'arriver jusqu'aux soldats. 1/5 du budget de l'armée russe serait détourné, selon le procureur militaire Sergueï Fridinsky. Dès 2009, ce magistrat russe a dénoncé une corruption qu'il qualifiait de cosmique. Le procureur militaire Sergueï Fridinsky a parlé de la criminalité au sein de l'armée pendant une demi-heure. Ce discours a fait l'effet d'une bombe. Le nombre de crimes a explosé depuis les 10 dernières années. 1 sur 3 concerne la corruption. Au cours de ces derniers jours, nous avons finalisé les contrôles des fonctionnaires du département en charge des commandes d'équipements militaires des forces aéroportées. Par la faute de ce service, nos forces ont acheté pour 280 millions de roubles de matériel défectueux. Malgré les dénonciations, les arrestations en série, la corruption ne faiblit pas. Le 14 janvier 2022, un mois seulement avant l'offensive en Ukraine, un major général est condamné à 4 ans et demi de prison. Il a détourné 25 millions de dollars de commandes sur du matériel de communication. La corruption est systémique dans l'armée russe. À partir du moment où il y a de l'argent public à distribuer, et il y en a énormément dans l'armement, eh bien les mécanismes corruptifs se mettent en place à tous les étages. Et je pense qu'une bonne partie des difficultés qu'a connues l'armée russe pour équiper par exemple les mobilisés, c'est juste ça. C'est des choses volées et revendues de manière parfois massive et puis parfois extrêmement localisée. La corruption à tous les étages de l'État, jusqu'au sommet. En 2015, les équipes d'Alexeï Navalny, le principal opposant de Poutine, révèlent que le ministre de la Défense en personne s'est offert une maison de 18 millions de dollars, sans rapport avec son seul salaire qui dépasse à peine les 100 000 dollars par an. La résidence est au nom de sa fille Xenia. L'affaire n'aura pas de suite. Le problème de la corruption, ce ne sont pas juste des pots de vin. Le problème de la corruption russe, c'est sa nature institutionnelle. C'est une corruption institutionnalisée. C'est de la corruption légale en quelque sorte. C'est le paradoxe du système autoritaire russe. Les adversaires ukrainiens ont mesuré les conséquences concrètes de ces pratiques sur le terrain, jusqu'à s'en amuser. L'armée russe serait puissante, voici un casque militaire tactique. Et là, une boîte de conserve de 1950. Et c'est la 2e armée du monde, putain.
Nos gars l'ont accueilli. Il n'en a plus besoin. Dans une provocation ultime, l'Agence nationale de lutte contre la corruption ukrainienne a adressé cette lettre à Sergueï Shoïgu dès le mois de mars. L'agence exprime sa profonde gratitude au ministre de la Défense de la Fédération de Russie pour sa contribution inestimable au pillage des moyens et ressources d'approvisionnement russes. Le désir des fonctionnaires du ministère de la Défense et des Armées de s'approprier de l'argent des contribuables russes facilite considérablement la défense de l'Ukraine. Preuves à l'appui, des photos du matériel russe concerné, comme ces gilets pare-balles en carton, ou ces tanks, dont le système de défense a été remplacé par des boîtes d'œufs. Alors que les Ukrainiens bénéficient des dernières technologies occidentales, à l'image des canons César français, l'armée russe souffre d'une autre faiblesse, les limites de son industrie militaire. Ce sac contient tous les outils nécessaires pour démonter la puissance de l'arsenal russe. Depuis 8 ans, Damian Splitters arpente tous les terrains de guerre aux 4 coins du monde pour une organisation spécialisée dans l'armement. Son travail, décortiquer et analyser les équipements militaires. On a une radio militaire russe R187P1 Hazard ici, avec 3 batteries et une antenne. C'est du matériel qui a été récupéré par les forces ukrainiennes, qui a été reprise aux forces russes. Nous, on va essayer de déterminer l'origine des composants qui se trouvent dans les armes russes. Un travail chirurgical. Cette radio est fabriquée en Russie pour l'armée russe. Mais à sa grande surprise, de nombreux composants électroniques proviennent d'Occident. Voilà, vous voyez ça ici. Ici, il n'y a presque rien qui est fait en Russie. Est-ce que l'arme est sophistiquée? Oui. Mais pourquoi elle est sophistiquée? Parce qu'elle dépend de technologies occidentales. Et est-ce que ça va être un problème pour la Russie? Certainement. Ils dépendent vraiment de ça pour fabriquer les armes dont ils ont besoin. Cette dépendance aux technologies étrangères ne se limite pas aux télécommunications. Damian Splitters a fait le même constat pour l'Alligator, un hélicoptère à double rotor, fleuron de l'industrie russe. 4 types de missiles de dernière génération nécessitent également de l'électronique occidentale. Avec les sanctions internationales émises contre elle, la Russie a beaucoup de difficultés à se procurer les pièces pour produire de nouvelles armes. Est-ce que les Russes peuvent copier ça? Est-ce qu'ils peuvent faire ça? Non. Parce que ça nécessite des investissements énormes en termes d'usines, en termes de technologie, en termes de connaissances, etc. Pour l'instant, l'armée russe compte sur ses stocks. Mais les réserves diminuent à grande vitesse. Depuis le 24 février, plus de 4000 missiles russes se sont abattus sur le territoire ukrainien. Et près de 8500 chars, avions, hélicoptères et pièces d'artillerie ont été détruits, capturés ou abandonnés. Combien de temps l'armée russe peut-elle tenir à ce rythme? La question est stratégique. Le Kremlin tente de faire illusion. Comme ici, le 24 octobre dans le complexe d'Ural Vagon Zavod, qui fabrique les chars de dernière génération, les T-90M. Sa mission, convaincre ceux qui en doutent que les industriels de l'armement n'ont aucune difficulté à produire de nouveaux équipements. Voici ce qu'il a publié sur sa chaîne Telegram à l'issue de sa visite. En lisant des analyses ennemies, j'ai à plusieurs reprises remarqué des affirmations selon lesquelles les équipements militaires et les armes utilisées en Russie vont bientôt être épuisés. Ne vous faites pas d'illusions. La production d'armes se multiplie dans toutes les directions. Attendez de voir. L'industrie de la défense russe a un autre énorme problème. C'est le manque de main-d'œuvre. Officiellement, l'industrie de défense russe fait face à un déficit de 400 000 ouvriers et ingénieurs. Le nombre total de travailleurs dans l'industrie de la défense est de 2 millions de personnes. Et le déficit de 400 000 personnes. Pour preuve, les offres d'emploi qui inondent les réseaux sociaux russes.
Même l'usine, dont Dmitri Medvedev vante les résultats, manque de personnel. Des centaines de postes sont à pourvoir. L'entreprise a besoin d'opérateurs de machines-outils, de tourneurs, de fraiseurs, de polisseurs, de foreurs et de grutiers. Uralvagonzavod est passé à un régime de travail spécial. Les travailleurs doivent faire des heures supplémentaires en semaine et le week-end. Et tous les arguments sont bons pour recruter. Conformément au décret présidentiel sur la mobilisation partielle, les employés des entreprises de l'industrie de la défense se sont vus accorder un sursis. C'est impossible de construire 300 chars de combat. C'est impossible d'en moderniser 300 également parce qu'il y a un manque de main-d'œuvre. Il y a un manque de compétences. L'équipement industriel n'est pas suffisant, etc., etc. C'est la même chose pour les hélicoptères, par exemple. La Russie n'est capable de produire que 25 à 30 hélicoptères de combat par an. La plupart des équipements russes aujourd'hui sont en fait de conception soviétique et sont des équipements qui continuent soit d'être construits ou des équipements anciens qu'on modernise. Et les équipements réellement neufs, réellement imaginés dans les années 2000 et construits depuis, sont extrêmement rares. Le président russe semble s'étonner de découvrir les problèmes de son armée. Il se met régulièrement en scène au travail, à la recherche de solutions, avec les membres de son administration. Также это касается и самого вооружения, которое должно постоянно, непрерывно совершенствоваться и оставаться эффективным. Для этого, повторю, важно обеспечить активную конкуренцию производителей и разработчиков. Que savait Poutine des réelles faiblesses de son armée? Était-il entretenu dans l'illusion par son entourage? Une chose paraît certaine, le haut commandement militaire avait lui une connaissance précise de ses défaillances. Quelques jours avant la guerre, dans un article sans concession, le colonel Mikhail Kodarenok, un ancien membre de l'état-major encore très influent, anticipe le scénario catastrophe qui attend les Russes en Ukraine. Affirmer que personne en Ukraine ne défendra le régime signifie une ignorance complète de la situation militaro-politique. S'attendre à écraser les forces armées de tout un État, c'est faire preuve d'un optimisme absolument débridé. Cet arsenal n'est pas du tout suffisant pour effacer de la surface du globe un État de la taille de la France et comptant plus de 40 millions d'habitants. Ces caractéristiques sont celles de l'Ukraine. L'auteur annonce également que l'OTAN soutiendra militairement l'Ukraine et que les forces russes reculeront. Et de conclure: un conflit armé avec l'Ukraine n'est actuellement et fondamentalement pas dans l'intérêt national de la Russie. Il est préférable que certains experts russes surexcités oublient leur fantasme de haine. Depuis, l'ancien haut gradé a réfuté ses propres analyses à la télévision russe. Toute remise en cause de l'opération militaire spéciale est passible de 15 ans d'emprisonnement. C'est une sorte de suicide de la part de la Russie et de la part de son régime autoritaire. Parce que si le Kremlin était plus intelligent, il n'aurait jamais commencé cette guerre. Parce qu'elle est impossible à gagner. Vous ne devez jamais commencer une guerre si vous ne pouvez pas la gagner. Poutine s'est mis lui-même dans un piège. C'est comme une impasse, vous savez, parce qu'il ne peut plus arrêter la guerre. Mais il n'est pas capable de la gagner. Ça veut dire qu'ils vont dépenser de l'argent pour la guerre et les gens vont vivre de plus en plus mal, avec de moins en moins d'argent, juste de quoi survivre. La question, c'est de savoir combien de temps ça va durer. 2 ans, 5 ans, peut-être 10. Personne ne sait. Mais je suis sûre que c'est le début de la fin pour Poutine. Il a fait une énorme erreur. Pour sortir de cette impasse, le président russe se retourne vers ses alliés traditionnels des anciennes républiques soviétiques. Réunis à Moscou en mai dernier, aucun n'a semblé prêt à s'engager à ses côtés dans le conflit. Rattrapé par la faiblesse de son armée, le président russe est à son tour fragilisé, isolé comme jamais.